Est-il aujourd'hui écarté? La réalisatrice Laure Noya nous répond avec ce documentaire passionnant intitulé La démocratie fracturée. Depuis 4 ans, le débat politique français est en partie pollué par le dossier des gaz de schiste. Cette nouvelle ressource énergétique, que l'on trouve en abondance sur toute la planète, a affolé notre démocratie. Je ne peux pas croire que M. Jean-Louis Borloo n'ait pas été directement signataire de ces textes. On n'est pas ici une réserve d'Indiens. On n'a pas à venir nous montrer ce qui est bon pour nous. Nous, on le sait, ce qui est bon pour nous. C'est prendre en gros tous les gens qui ne sont pas des élus pour des bœufs, pour des imbéciles, pour des décervelés, pour des gens qui n'ont pas de capacité de s'informer, pas de capacité de raisonner, pas de... oui, ça met en colère. Ces hydrocarbures non conventionnels sont au cœur d'une partie de billard un peu maboule, où industriels, États, citoyens, partis politiques et experts adoptent tous des stratégies à plusieurs bandes. Ah ben moi je pense que l'accord de ces permis était une erreur, c'est pour ça que j'ai été fait annuler. De toute façon en 2011 le coup était parti, on avait perdu, et encore une fois l'industrie pétrolière n'a pas pu s'exprimer à cette époque, ni l'industrie pétrolière ni les scientifiques, et donc la bataille a été perdue à cette époque-là. Mais on veut décrire ça comme une espèce d'opération diabolique, satanique. Empocher la boule noire, celle des gaz de schiste, ou l'écarter définitivement du jeu énergétique français, tel est l'objectif final de cette partie singulière. Plusieurs confrères sont venus me voir en me disant « les gaz de schiste, ton histoire là, c'est fini, ça y est, c'est plié ». J'aurais dit non, alors déjà, c'est plié entre guillemets en France pour l'instant, et d'autre part, ailleurs, ça continue de bouger. Donc si le lobbying avance avec ses armes habituelles, ça n'est qu'une trêve. 4 ans plus tard, le dossier des gaz de schiste est toujours la patate chaude de la vie politique française. On peut tout dire là à la télévision aujourd'hui, sauf parler du nucléaire, du gaz, du pétrole. C'est tabou. C'est un banal acte administratif qui déclenche toute cette histoire. En mars 2010, 64 permis d'exploration sont accordés à une demi-douzaine de sociétés pétrolières sur le sol français. D'ordinaire, la délivrance des titres miniers se fait dans la plus grande discrétion. Généralement, les autorisations sont signées par le ministre de l'écologie en personne ou par de hauts fonctionnaires, mais sans qu'aucune information ne filtre. Cette fois-ci, les permis attribués suscitent de nombreuses réactions. Et face à cela, Jean-Louis Borloo n'assume pas vraiment. Moi, je lui ai posé la question, comme ça en off, il dit « Moi, je ne suis pas au courant des permis, c'est mon directeur qui a signé. » J'ai du mal à le croire. Franchement, j'ai du mal à le croire, parce qu'au mois de mars 2010, plusieurs permis sont donnés, avec à la fois une compagnie texane, Schubach, donc le permis de Nantes, mais aussi avec Total. Total, c'est une entreprise quand même qui a quelques liens avec les différents gouvernements. Donc je ne peux pas croire que M. Jean-Louis Borloo n'ait pas été directement signataire de ces textes. Ces textes autorisent des compagnies pétrolières à explorer le sous-sol en vue de chercher des gaz et pétroles de schiste, des hydrocarbures non conventionnels piégés dans les grandes profondeurs. Impossible à décrypter pour le néophyte, compliqué à comprendre, ils sont instruits en toute discrétion par les services du ministère de l'écologie et de l'énergie situés sous l'Arche de la Défense. Dans le quart sud-est de la France, près de 12 000 km² sont concernés par l'attribution d'une dizaine de permis. Mais sur place, personne ne comprend exactement de quoi il s'agit. Provocation ultime ou ignorance administrative, un permis sera même délivré à 15 km de la ferme de l'eurodéputé José Bové. Nantes, c'est une toute petite commune de quelques centaines d'habitants qui est à cheval entre la vallée de la Dourbie et le Larzac. Et les 2 tiers de la ferme que j'exploitais, avant d'être député européen, fait partie de la commune de Nantes.
Les élus n'ont pas été prévenus, les maires n'ont pas été au courant d'aucune commune. Le Conseil général n'est pas au courant. Les députés, les sénateurs ne sont pas au courant. Aucune des instances n'a été prévenue. Petit à petit, pendant l'été, on commence à se dire il faut qu'on fasse de l'information. Donc on décide, avec quelques habitants, de commencer à constituer un collectif. Et on organise au mois de décembre, le 20 décembre 2010, la première réunion dans un petit village qui s'appelle Saint-Jean-de-Bruel, qui est juste à côté de Nantes. Et on organise la première réunion d'information où on se retrouve avec plus de 300 personnes. Tous les élus sont là, tous les maires sont venus, les associations. Et c'est vraiment, pour eux, une découverte. Les gens se prennent ça sur la tête. Plusieurs permis sont attribués dans le département voisin, l'Ardèche. Vous les faites au four ou à la poêle? Voilà pour vous, merci. Les élus découvrent qu'ils sont particulièrement concernés, mais laissés dans la plus stricte ignorance. Christian Moyersen élève des chèvres et fait des fromages dans la commune de Saint-André-Lachamp. Il siège aussi au bureau du parc régional des Monts d'Ardèche. Ça m'a alerté énormément. J'étais très inquiet et très surpris, surtout en tant qu'élu, de voir qu'on n'avait pas été prévenu, qu'on était prévenu par des citoyens d'un événement qui était quand même sans doute majeur pour notre territoire, de voir que, alors qu'on travaille énormément pour avoir des productions de qualité, qu'on essaye d'avoir une vraie protection de notre environnement, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient l'ambition de venir détériorer notre environnement de manière globale. Voilà. Quand on voit ces paysages magnifiques, on imagine mal pas avoir pu donner un avis, ni en tant qu'élu dans une petite mairie, mais non plus en tant que vice-président d'un parc. On n'avait jamais entendu parler de cela. Si l'Ardèche est aux premières loges, ce n'est pas tout à fait par hasard. Des explorations menées dans le passé ont révélé le potentiel extraordinaire du sous-sol de la région. La société texane Schuckbar Energy a obtenu en 2010 le permis de Villeneuve-de-Berg. Et en venant ici, elle savait très bien ce qu'elle allait trouver. On va tourner ici et on va aller voir le forage qui a été fait dans les années 60 pour connaître la géologie du sous-sol français. Donc c'est ce qu'on appelle le forage historique de Villeneuve-de-Berg. Les carottes, les échantillons de roches qui ont été ressortis à cette époque-là ont été stockés. Voilà, on arrive juste là. Et là, on a appris que M. Schuckbar, le patron de l'entreprise texane, avait racheté les données, mais aussi les échantillons de roches pour les amener chez lui, dans son labo, et les tester. Guillaume Vermorel est ingénieur et grand amateur de spéléologie. Depuis le début, il s'est mobilisé contre ces permis. Voilà, donc ça c'est la tête du puits. On voit qu'il n'a pas été vraiment rebouché, hein. Il y a même un petit trou ici. Donc là, si on tombe ou si on lâche une pierre, elle tombe sur plus de 2000 mètres de profondeur. Voilà, et c'est à partir de là qu'ont été ressortis les échantillons, les carottes de roche. En France, les richesses du sous-sol sont l'affaire du Bureau des recherches géologiques et minières qui conserve des milliers d'échantillons de roches, notamment des roches-mères qui emprisonnent les fameux hydrocarbures de schiste. C'est la spécialité de Didier Bonijoly. Donc ça, c'est la roche-mère et c'est une formation qui est riche en matière organique et d'où le nom de roche-mère. Bien, en fait, c'est une accumulation d'argile et de matière organique qui, si elle est enfouie à grande profondeur, va pouvoir évoluer vers des hydrocarbures liquides, le pétrole, c'est ce qu'on appelle la fenêtre à huile, entre 2000 et 3000 mètres de profondeur, et puis ensuite du gaz, au-delà de 3000 mètres de profondeur. Devant la menace, les habitants enquêtent et organisent de nombreuses réunions d'information. L'eurodéputé Michel Rivasi est enrôlé dans la mobilisation naissante. J'ai été interpellée par un collectif en Ardèche pour faire la première conférence de presse à Villeneuve-de-Berg où, à l'endroit où on était, on voyait les champs sur lesquels on devait faire des forages. Mais alors, ce qui était très surprenant, c'est qu'on est allé voir le maire de Villeneuve-de-Berg et lui, il me dit « mais je ne suis pas au courant ».
qu'est-ce que c'est ces gaz de schiste? Un jour, il y a des gens qui sont venus me voir à la mairie pour me dire que c'est l'avenir, que c'est le progrès, etc. Alors qu'eux-mêmes étaient absolument pas informés des enjeux liés à la fracturation hydraulique. Ils ne savaient même pas ce que c'était la fracturation hydraulique. Pour récupérer le gaz emprisonné à 3000 mètres de profondeur, il faut d'abord forer un puits vertical, puis horizontal, injecter un fluide à très haute pression qui fissurera la roche et libérera le gaz. Pour ceux qui découvrent ce processus polluant, risqué, gourmand en eau et en énergie, une métaphore radicale s'impose. Moi, je considère que c'est un viol en tant qu'agriculteur. En fait, tu fores la terre et ils pénètrent la terre au plus profond. Et ils vont la souiller avec des produits chimiques, ils vont extraire juste ce qu'ils ont besoin. Puis après, ils vont s'en aller une fois qu'ils auront eu ce qu'ils voulaient, quoi. Mais bon, c'est vrai que nous, on s'efforce à travailler la terre correctement, sans produits chimiques, à faire très attention à la vie du sol, et puis à l'air qu'on respire, à l'eau qu'on boit. Donc pour nous, c'est tout simplement inadmissible. C'est un viol pur et simple. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. À force de s'informer, les Ardéchois découvrent qu'ils sont loin d'être les seuls au monde à être concernés. Un film catalyse la révolte des habitants. Il s'appelle Gasland. Sorti en septembre 2010, il raconte la folle épopée du gaz de schiste aux États-Unis et les effets délétères de la fracturation hydraulique sur la santé et l'environnement. Une séquence du film, surtout, effraie les citoyens. Whoa, Jesus Christ. That's the best I've done. À Paris, Sylvain Lapoix est l'un des premiers journalistes à suivre la mobilisation naissante. Le truc avec les gaz de schiste, c'est que c'est fondamentalement extrêmement fédérateur par essence. Ça concerne le paysage, il y a le risque de dégradation du paysage, ça concerne l'intimité avec cette image du robinet qui s'enflamme, même si bon, depuis elle a été largement remise en cause d'un point de vue scientifique. Et puis c'est aussi la question de l'aménagement du territoire. Don't drink this water. Et au final, ça implique beaucoup de personnes à divers niveaux, que ce soit des niveaux militants strictement, qui s'opposent à l'exploitation des hydrocarbures en général, aux émissions de gaz à effet de serre, ou bien à la politique du big oil en général, donc les hydrocarbures partout, ou bien des personnes qui simplement aiment le territoire ou sont attachées à une certaine qualité de vie dans des endroits qui ont été un petit peu abandonnés de Paris et du pouvoir central en général, comme l'Ardèche. Dans le petit village de Lagorce, directement concerné par un permis, le maire Hervé Ozil devient le porte-parole des élus anti-gaz de schiste. Ici, on a un territoire de pleine nature, un territoire exceptionnel de par la qualité des paysages, de par le cadre de vie. Toutes les personnes qui vivent ici, qu'elles soient restées, qu'elles soient revenues, comme c'est mon cas, ou qu'elles soient venues s'installer, elles sont venues pour le cadre de vie. Donc c'est notre patrimoine commun. C'est un patrimoine qu'on ne fait pas fructifier en banque, mais qu'on partage, qui est en partage. Et moi je reprends toujours cette phrase d'un poète québécois qui dit « La notion de pays, elle est au plus profond de soi, comme la conscience ». Alors c'est ça, c'est notre conscience. Notre pays, c'est notre conscience. C'est Gilles Vigneault qui dit ça. Et dans la mesure où on vient taquiner nos consciences, eh ben, on ne peut que se révolter. Alors moi j'ai été très surprise de voir cette mobilisation citoyenne. Les gens disaient mais c'est notre seul patrimoine. Le poids de l'information, si vous voulez, sur Internet a été décisif. Et les gens, les citoyens, sont plus fatalistes. Ils ne se disent plus, ben, ça va nous tomber dessus. Ils se sont organisés pour dire, non, ça nous appartient, notre patrimoine, et on n'a pas envie qu'il soit saccagé par des groupes pétroliers ou des groupes gaziers. Aux États-Unis, les gens sont propriétaires de leur sous-sol.
Là, ils ne sont pas propriétaires de leur sous-sol. Et ils se sont dit, si c'est imposé par l'État, vous voyez, il y avait cette dimension, et qu'on nous détruit notre patrimoine, alors on n'aura plus rien. Beaucoup de gens qui ont été dans cette mobilisation ne s'étaient jamais mobilisés avant. Ce qui a agi dans un premier temps, et je crois que c'est très important de notre époque, c'est que beaucoup de gens se sont dit on ne peut rien contre les entreprises, on ne peut rien pour le chômage, on ne peut rien pour les salaires, on est démunis face à des choses qui nous dépassent. Mais l'eau, c'est sous nos pieds et ils ne toucheront pas à notre eau. C'est vrai qu'ici, les citoyens sont très vigilants. On le voit à chaque fois qu'il y a des mobilisations, on retrouve les personnes, on retrouve les citoyens, on retrouve les structures qui sont prêts à défendre ce territoire parce que les citoyens qui vivent ici ont compris que notre pays n'était pas à vendre. Donc on n'a pas besoin d'avoir des industriels qui vont venir ici nous pourrir la vie. Dans cette partie de billard, les citoyens marquent un point et forcent les responsables politiques à réagir. Jean-Louis Borloo prend la main Fin de 2010, Jean-Louis Borloo est remplacé par Nathalie Kosciusko-Morizet. Après les embrassades de la passation de pouvoir, la nouvelle ministre se fait un plaisir d'annuler les 3 permis ardéchois et introduit même un moratoire sur le sujet. Moi, à quoi je me suis heurtée quand j'ai voulu proposer l'annulation? Je me suis heurtée à tout un système qui est ancien, qui est celui du mode de fonctionnement du code minier, qui date de Mathusalem, qui permet à l'administration de prendre des décisions de manière très, très consulaire, très directive, qui peut-être avait du sens à l'époque où ça a été fait, en tout cas ça a été fait comme ça, mais ça répond à des méthodes, à une vision du territoire, à une vision du sous-sol, qui sont plus de mise aujourd'hui. Je veux dire que les autorisations qui ont été données l'ont été dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Il n'y a pas eu assez de concertation et il n'y a pas eu assez d'informations. J'en prends, en tant que chef du gouvernement, ma part de responsabilité. La victoire des opposants est loin d'être totale. Borloo a octroyé 64 permis. NKM en a annulé 3. Il en reste donc 61 en cours d'instruction. J'ai donc demandé un arbitrage interministériel sur ces questions. Et en parallèle, à l'Assemblée nationale, il y a eu un mouvement, une mobilisation des parlementaires pour porter au niveau parlementaire l'abrogation des permis. Donc il y avait un débat interministériel qui a été tranché en ma faveur, mais qui par ailleurs de toute façon s'est conclu par une loi donc au niveau de l'Assemblée nationale. Le débat public, il a eu lieu pour une seule raison, c'est parce que concrètement, les citoyens et les électeurs s'en sont saisis et ont commencé à gueuler. La raison pour laquelle le débat parlementaire s'est axé autour d'une loi sur la fracturation hydraulique à la veille de la présidentielle, c'est uniquement pour désamorcer une bombe qui allait péter à la gueule à la fois de l'UMP et du PS, dans la mesure où les zones concernées étaient dans les deux camps. C'est assez marrant à ce moment-là, puisqu'on voit 3 lois d'abrogation apparaître à l'Assemblée nationale, une loi de l'UMP, donc c'est celle qui passera la première, une loi du Parti socialiste et une loi de M. Borloo. Et ça paraît quand même très singulier de voir Borloo qui donne les permis d'un côté et qui ensuite propose sa loi pour les abroger. En mai 2011, durant le débat concernant la future loi, Jean-Louis Borloo fait son mea culpa et revient sur le mode d'attribution des permis. Il a toujours été donné délégation au service pour instruire ces permis de simple recherche. Et si je vous le dis, ce n'est pas en matière d'exonération quelconque de responsabilité politique, car les ministres en charge sont responsables de leur administration, mais c'est pour qu'on en tire les conséquences objectives pour que ceci ne se reproduise pas. On a fait 2 erreurs. La première, la recherche elle-même peut être un facteur extrêmement dégradant pour l'environnement et pour la santé, ce qui n'existait pas dans les autres cas de recherche. Et deuxièmement, parce que le code minier induit en fait indirectement que l'autorisation de recherche a une forme de continuum pour l'autorisation d'exploitation. Et c'est pour ça que nous avons tort 2 fois dans cette affaire.
À ce stade, c'est la droite qui mène la partie de billard politique. Alors que les socialistes d'un côté et Jean-Louis Borloo de l'autre s'apprêtent à déposer leur projet de loi pour annuler tous les permis accordés, ils se font coiffer au poteau par l'UMP qui fait voter sa loi selon la procédure de l'urgence. C'est une loi qui est très simple, qui a deux objectifs, c'est-à-dire ne pas laisser faire le côté apprenti sorcier, mais ne pas tomber dans l'obscurantisme non plus. On interdit, c'est l'article 1, l'exploitation et l'exploration des huiles et gaz de schiste par le phénomène de fracturation, le système de fracturation hydraulique. 2, on met en place une commission qui va être chargée de faire l'évaluation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas l'état de nos stocks sur l'ensemble du territoire et les différentes techniques qui peuvent être utilisées. Et puis, ensuite, article 3, c'est la composition de la commission. Et l'article 4, c'est de donner la possibilité au Parlement, sur avis de cette commission, eh bien, d'autoriser de l'expérimentation sous contrôle public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obscurantisme. Toutes les techniques peuvent être utilisées si on applique la loi. Jugeant qu'elle ne va pas assez loin, puisqu'elle ne ferme pas définitivement la porte au gaz de schiste, les socialistes refusent de voter la loi Jacob. Madame la ministre nous dit qu'elle interdit la recherche des gaz de schiste. Mais vous avez réintroduit avec vos collègues sénateurs, vous avez réintroduit la notion d'expérimentation. Ce qui veut dire que très concrètement, vous interdisez d'un côté pour autoriser de l'autre. Nous ne pouvons plus vous croire sur ce texte de loi. Je crois qu'aujourd'hui, les collectifs et celles et ceux qui se battent contre les gaz de schiste dans nos territoires ne nous font plus confiance. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste votera contre ce texte de loi. La séance est levée. Votée dans l'urgence, cette loi convient finalement à peu de monde. Pas aux militants de terrain comme Isabelle Lévy, qui s'est battue contre un forage en Seine-et-Marne. Les socialistes ne l'ont pas votée. Et ils avaient tous à l'époque une bonne raison, puisqu'ils avaient tous dit qu'ils ne votaient pas la loi parce qu'elle était imparfaite, parce qu'elle était incomplète. Alors elle est incomplète pour deux raisons. Elle est incomplète parce qu'elle ne définit pas la fracturation hydraulique. Donc c'est une loi qui interdit quelque chose sans définir l'objet qu'on interdit, ce qui est quand même très ambigu. Deuxièmement, cette loi, finalement, à force de négociations tordues entre le Sénat et l'Assemblée nationale, elle autorise les expérimentations. Et par ailleurs, les socialistes à l'époque, qui n'ont pas voulu voter la loi Jacob, auraient souhaité que dans la loi, on interdise aussi tout, ou on annule tous les permis de recherche préalablement octroyés. Donc cette loi, c'est une loi faux cul. Elle ne convient pas non plus aux parlementaires ouvertement favorables au gaz de schiste, comme le socialiste Christian Bataille. C'est une loi de circonstance. On était dans un contexte préélectoral, à mi-2011, et les élections présidentielles et législatives s'annonçaient avec une montée de la protestation de gens qui étaient hostiles au dérangement que pouvait leur apporter l'exploitation industrielle. On a, à ce moment-là, voté une loi d'interdiction de la fracturation hydraulique, c'est-à-dire de la méthode la plus connue, la plus courante, la plus praticable d'exploitation de pétrole et de gaz de schiste. C'est celle qu'utilisent les Américains et qu'ils ont beaucoup améliorée par rapport à des débuts contestables. Et elle convient encore moins aux industriels du pétrole. On a voté cette loi très rapide et l'industrie pétrolière n'a pas pu réagir. Au-delà de la surprise, on a pensé que c'était vraiment pas une bonne idée d'interdire une technique par la loi. C'est quelque chose qui est très rare. On peut interdire de faire certaines choses ou on peut interdire des produits, mais interdire une technique à un moment donné, par la loi, c'est vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. Le propre d'une technique, c'est d'évoluer. Ayant perdu des points dans la bataille législative, l'industrie pétrolière veut prendre sa revanche sur le terrain de la communication. Un jour, je suis rentré chez moi, mon épouse m'a dit « Mais vous êtes des criminels, etc. » Mais je dis « Qu'est-ce que… » Elle me dit « J'ai vu Gazland. Gazland est un film bidonné. » Peu importe le mensonge.
l'image de l'eau du robinet. L'industrie répond donc à Gasland. Souvenez-vous, ce film qui lui a fait perdre la bataille de l'image. Dans un documentaire réalisé à leurs frais, les pétroliers décrédibilisent son réalisateur, Joss Fox, et montrent que le robinet en flammes n'a rien à voir avec la fracturation. Je suis curieux de savoir pourquoi vous n'avez pas inclus dans votre film ces rapports de 36 et de 76 qui sont quand même pertinents. En regardant votre film, la plupart des gens vont penser que l'eau a commencé à s'enflammer avec la fracturation hydraulique. Vous l'avez dit vous-même, les gens ont vu leur eau s'enflammer bien avant la fracturation hydraulique. Est-ce vrai ou pas? Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas pertinent. Dans un second temps, l'industrie joue la pédagogie en faisant systématiquement référence au miracle américain des gaz de schiste. The experts believe this will support more than 600,000 jobs by the end of the decade. The development of natural gas will create jobs and power trucks and factories that are cleaner and cheaper, proving that we don't have to choose between our environment and our economy. À force de voyages de presse organisés dans l'Eldorado Yankee, bon nombre de médias français se laissent séduire par ces hydrocarbures d'un nouveau genre. Climat respectueux mais sans complicité affichée. Deux hommes de la même génération qui se connaissent depuis 25 ans et se sont durement... En mai 2012, les socialistes arrivent au pouvoir. Sur le perron, nouvel échange pour les photographes. À l'écologie, François Hollande nomme Nicole Bricq, notoirement hostile au gaz de schiste et à l'industrie extractive en général. Nicole Bricq était quelqu'un de très bien, qui avait porté la loi, une première loi d'ailleurs, avant que la loi Jacob ne soit présentée. Et elle nous avait dit, soyez vigilants, soyez vigilants, soyez vigilants, on compte sur vous, soyez vigilants. On a besoin des militants. Et nous, on n'avait pas bien compris à l'époque. On s'était dit, on ne comprend pas bien pourquoi ces gens qu'on vient de... Bon, certains d'entre nous avaient voté pour eux. Pourquoi ils avaient encore besoin de nous? On pensait que ça suffisait, qu'ils pouvaient être vigilants à notre place. On a compris après. La première avec qui je discute, c'est Nicole Bricq, qui s'est mobilisée avec nous contre les permis de Seine-et-Marne. Et donc Nicole Bricq, dès qu'elle arrive, c'est pas sur le gaz de schiste qu'elle intervient, mais c'est pour bloquer les forages au large de la Guyane. 8 jours après, elle est dégagée. À noter principalement ce jeu Delphine Batho, qui remplace Nicole Bricq au poste de ministre de l'écologie, est donc prévenue. Avec les gaz de schiste, elle entame une partie explosive. On a essayé de me convaincre. À mon arrivée, d'ailleurs, la première chose que j'ai faite, c'est de rentrer à fond dans ce dossier avec les yeux ouverts et sans a priori, sans idée préconçue. J'ai tout lu. J'ai lu tous les rapports, toutes les études scientifiques, j'ai fait remonter toutes les notes des services pour me faire par moi-même mon jugement et mon opinion sur cette question, parce que j'ai tout de suite compris que ça allait être une bataille. Considérant que cette loi est paradoxale, Delphine Batho décide de ne pas l'appliquer. L'article 1 interdit la fracturation hydraulique, mais les suivants autorisent le recours à cette technique pour faire de la recherche. Ce n'est pas opportun de mettre en place cette commission. D'abord, la loi donne au pouvoir réglementaire, donc au gouvernement, la capacité de nommer cette commission. Donc moi, en opportunité, j'ai décidé de ne pas le faire. Développer la recherche, c'est une autre façon de dire qu'il faut remettre en cause l'interdiction de la fracturation hydraulique. C'est ça la réalité. Le gouvernement, depuis 2 ans, refuse d'appliquer la loi et de mettre en place cette commission d'experts. Et ce que je reproche au gouvernement actuel, c'est de ne pas avoir ce courage de faire la vérité et la transparence. Puisque cette loi, c'est une loi sur la transparence totale. On met en place une commission avec des experts qui sont chargés de faire des propositions au Parlement, et c'est le Parlement qui décide de l'expérimentation et des puits. Donc on ne peut pas avoir un système plus transparent, et je regrette que le gouvernement se réfugie dans l'obscurantisme. De leur côté, les industriels poursuivent leur jeu d'influence auprès du nouveau gouvernement pour qu'il applique entièrement la loi. La fracturation hydraulique est interdite, mais d'un autre côté, créons cette commission d'évaluation. Voyons de quoi il s'agit en vérité et voyons comment cette technique progresse. Et nous venons très récemment de réécrire au nouveau Premier ministre pour lui dire, ben voilà, la loi de juillet 2011, c'est ça. Qu'en est-il de la création de cette commission d'évaluation? Pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse. Encore une fois, la loi de l'été 2011 le prévoit, la nomination de cette commission, et puis, une fois que cette commission sera nommée, de procéder à l'expérimentation. Donc je pense qu'il ne faut pas tarder.
hein. Il faut la nommer le plus rapidement possible, procéder à de l'expérimentation. Et ça peut se faire dans des régions, encore une fois, qui sont plutôt industrielles, le bassin parisien ou dans le nord de la France plutôt. Donc on oublie les permis ardéchois, Villeneuve-de-Berg, Aubenas. C'est pas la peine d'aller dans ces zones-là, je pense pas. Les Français ne veulent pas du gaz de schiste. Moi, je pense que personne n'arrivera à imposer ça au peuple français. Mais comment on tourne les questions en disant mais s'il y avait une technique super propre qui vraiment poserait pas de problème, est-ce que là aussi vous seriez contre, etc. Quand le numéro 2 du gouvernement, qui est en charge notamment des négociations sur le climat, plaide sur l'ouverture de la recherche sur le gaz de schiste, c'est quand même un problème. En effet, à chaque occasion, le ministre du redressement productif bataille en faveur des gaz de schiste, comme lors de cette audition à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il s'est posé la question de l'innovation technologique? Est-ce qu'il existe des techniques qui évitent la pollution du sous-sol, qui permettraient de résoudre ou de contourner le seul obstacle à l'usage et à l'exploitation des gaz de schiste? Première question qu'il faut se poser. La pollution des sous-sols est une vraie question. Pour moi, le problème, ce n'est pas fracturation hydraulique ou pas. Le problème, c'est pollution ou pas de pollution. Contrôle sur les usages ou pas. Par qui est payé Arnaud Montebourg? C'est vraiment la question qu'on peut se poser. Parce que ce type, c'est le défenseur de l'industrie extractive polluante et c'est vraiment le représentant de commerce des pétroliers. C'est complètement singulier de voir qu'à l'intérieur du gouvernement, on a en permanence et que les ministres de l'écologie sont chaque fois obligés de se défendre contre un propre ministre du même gouvernement. Et là, effectivement, on voit bien qu'en permanence, c'est difficile, que le lobby des batailles et autres, effectivement, est à la manœuvre. Le débat fait tellement rage au sein du gouvernement que lors de la conférence environnementale de septembre 2012, le président François Hollande doit clarifier les choses. Personne ne peut affirmer que l'exploitation des gaz et huiles de schiste par fracturation hydraulique, seule technique aujourd'hui connue, est exempte de risques lourds pour la santé et pour l'environnement. Le président a tranché, mais il n'a rien modifié. Une question taraude les militants. S'ils la trouvaient si imparfaite, pourquoi les socialistes n'ont-ils pas renforcé ou modifié la loi? On aurait pu imaginer que, compte tenu des arguments qu'ils avaient donnés pour ne pas la voter, immédiatement après le vote de 2012, ils complètent la loi. Il y a une guérilla juridique qui a été menée, y compris par un certain nombre de compagnies pétrolières américaines, contre la loi française. Ils espéraient que le Conseil constitutionnel allait censurer la loi française. Au contraire, le Conseil constitutionnel a conforté la loi interdisant la fracturation hydraulique. Donc l'idée, c'est de dire que c'est un point d'appui. Et attention, si on réouvre la boîte de Pandore, à ce qui pourrait se passer. Nous sommes au pays de Descartes, au pays de Pasteur, au pays de Pierre et Marie Curie, au pays de grands chercheurs qui ont fait des avancées décisives pour la connaissance scientifique. Et aujourd'hui, on vient nous dire il faut arrêter les recherches, c'est pervers, c'est une manière de déclencher une exploitation industrielle. Bien entendu, très souvent, derrière la recherche, il y a l'industrie. Mais l'industrie, c'est aussi la prospérité de notre pays. Et la France aujourd'hui est pauvre parce que son industrie s'en va. Loin de ces considérations de politique industrielle, les chercheurs du pays de Pasteur cherchent. Même interdite, la fracturation est étudiée sous toutes ses coutures par un laboratoire de l'université de Pau. Donc en fait, c'est le joint à 45 degrés, là, de 2 mm d'épaisseur que j'ai scié et j'ai créé la rugosité. Là, on va l'amener jusqu'à la rupture du joint. C'est pas quelque chose qui est nouveau, ça a une soixantaine d'années. Par contre, ce que l'on ne sait pas toujours, c'est exactement ce que l'on fait quand on exécute une fracturation hydraulique dans le sous-sol. La recherche s'intéresse enfin aux effets directs de la fracturation sous terre. Mais elle étudie aussi les propriétés de la roche afin que les industriels récupèrent le plus de gaz possible.
Plusieurs techniques alternatives sont à l'étude. La fracturation à l'heptafluoropropane, vantée par Arnaud Montebourg, mais aussi la fracturation par arc électrique, développée par cette équipe de chercheurs, en partie financée par Total. Donc l'avantage majeur de cette méthode-là, c'est qu'elle utilise très peu d'eau et la fracturation se fait d'une manière totalement différente et beaucoup plus maîtrisée que dans le cas de la fracturation hydraulique. Alors l'objectif, ici, au lieu de créer des grosses fissures, en fait on va créer des micro-fissures qui sont à peine visibles à l'œil nu. Les expériences en laboratoire ont montré que la méthode était efficace à l'échelle du laboratoire. Néanmoins, maintenant, elle mérite d'être produite à grande échelle pour vérifier que la profondeur de stimulation est suffisante pour que, eh bien, on puisse récupérer suffisamment de gaz. Quand est-ce que vous allez faire ça? C'est pas programmé. Si on discute avec les pétroliers, il n'y en a pas un qui vous dit « je crois dans des techniques alternatives » parce qu'il n'y en a pas. On est complètement dans des balbutiements. Ils disent peut-être à 20 ans, 30 ans, et même ça, on n'en est pas sûr, parce que les coûts seraient tels que la rentabilité ne serait pas au rendez-vous. Il est nécessaire de savoir quelle est la quantité de gaz dont nous pourrions être les détenteurs dans nos sous-sols. Pour cela, il est nécessaire d'aller vérifier. Voilà. Les carottages dans les archives d'industrie pétrolière nous permettent aujourd'hui d'affirmer que nous avons des ressources en gaz. Voilà. Nous n'avons pas aujourd'hui, au vu du travail qui avait été fait par l'industrie pétrolière et le BRGM de l'époque, en 1960, dans un certain nombre de hauts-régions d'ailleurs, que je reconnais, ne nous permet pas de mesurer la quantité de ressources. C'est un des éléments du débat. Nous proposons non pas d'exploiter tout de suite nos ressources, mais de rechercher dans le sous-sol pour mieux connaître la ressource. Et Madame Batho, quand elle était ministre de l'Environnement, avait pris une très mauvaise décision. Moi, j'avais à ce moment-là dit qu'elle était incompétente en interdisant la sismique, qui est en quelque sorte la recherche la plus connue, la meilleure, la plus maîtrisée pour connaître par résonance le sous-sol. Alors aujourd'hui, en France, non, il n'y a pas d'études qui sont menées pour évaluer les ressources en hydrocarbures non conventionnels. Absolument. Pour un scientifique, c'est choquant parce que effectivement, on ne peut pas imaginer s'interdire de connaître quelles sont nos ressources. Maintenant, est-ce que c'est judicieux d'engager des études importantes et chères pour évaluer une ressource qu'on ne veut pas exploiter? Là, effectivement, ça n'a pas de sens. Voilà. Alors, allez voir pourquoi. C'est bien pour explorer, et c'est bien pour exploiter derrière, parce qu'on ne va pas donner comme ça une sucette à un enfant et puis lui dire « Ah non, tu la laisses dans ta poche, tu n'as pas le droit de la manger. Elle est bonne la sucette, mais elle reste dans la poche. » Depuis la loi Jacob, exploitation et exploration du sous-sol sont donc à l'arrêt. 2 ans de travail. Qui me résiste? Pourtant, certaines entreprises détiennent encore des permis d'exploration non abrogés et qu'elles entendent bien faire valoir. Laurence Kuhn est une ancienne élue de Nonville, en Seine-et-Marne, et elle s'est battue contre la société américaine S-Oil, bien décidée à explorer le sous-sol de sa commune. Même si le puits vertical allait être creusé sur l'emprise du territoire nonvillois, en fin de compte, partir à l'horizontale, ça peut être à 5 voire 11 km. Donc autant dire qu'on arrive à Nemours, notre chef-lieu de canton. Donc il ne s'agissait pas de rester tout seul avec une telle affaire. Pour contester le permis devant la justice, les communes concernées font appel à l'avocat parisien Arnaud Gossemont. Ah, j'ai marqué. Spécialiste des questions environnementales.
Alors Nonville, c'est vraiment une histoire qui est très intéressante parce que ça part du terrain. Ça part du terrain, c'est une toute petite commune de moins de 500 habitants. Ce sont des élus locaux de toute tendance politique qui se saisissent de ce dossier et leur première réaction, c'est le sentiment que ça se passe sans eux. Ça se passe sur leur territoire, ce projet de forage, mais sans eux. Ils ne sont pas informés, ils n'ont aucune évaluation environnementale, ils ne savent même pas qui va forer puisque ce sont des sociétés qui se revendent les titres les unes les autres. Il y a une sorte de spéculation financière sur les autorisations administratives de forêt et il y a ainsi une mobilisation d'élus locaux, ensuite rejoints par des associations, des élus, des citoyens, qui portent d'abord d'un point de vue associatif et citoyen ce combat contre ce forage. Alors, il ne faut pas se cacher effectivement que nous, on était plutôt défavorables. On n'aime pas spécialement se retrouver avec des RIC ou des pendules sur son territoire et avec les nuisances que représente un forage pétrolier, d'autant qu'on a déjà sur Nonville un forage pétrolier conventionnel et qu'on sait ce dont on parle. On savait d'emblée que la loi Jacob, elle était un peu ambivalente. Certes, l'article 1 interdit l'utilisation de la fracturation hydraulique, mais dès l'article 2, elle organise la recherche, l'expérimentation. Et là, on rentre dans des problèmes de sémantique, dans des problèmes de vocabulaire, au-delà de la géologie. Voilà, on a fait aussi beaucoup de vocabulaire. On a une société qui vient et qui nous dit « je ne vais pas faire de fracturation hydraulique », sauf que je trouve des pièces, notamment un dossier de presse qui a circulé en avril 2011, dans lequel elle nous parle de stimulation hydraulique. Langage beaucoup plus sensuel, évidemment, que la fracturation hydraulique. Et qui nous dit « c'est vrai que mon projet, c'était de faire de la fracturation hydraulique, mais la loi de 2011 est intervenue et j'ai changé d'idée. » Ah, vous avez changé d'idée, vous allez faire quoi maintenant? Utiliser quelle technique? Sachant que la seule technique possible, c'est bien la fracturation hydraulique. Et cette société nous a tout le temps dit « je ne me prononce pas, c'est à vous de démontrer que je ferai de la fracturation hydraulique. » Eh bien oui, je le démontre, vous vous êtes engagé sur la fracturation hydraulique. On a eu comme ça un dialogue de sourds devant le juge et au final, je crois que le juge a refusé d'inverser la charge de la preuve. C'était bien à l'industriel de dire concrètement ce qu'il allait faire plutôt que de faire planer le doute et d'essayer d'en bénéficier. C'est entendu. La loi Jacob est imparfaite, mais elle protège quand même les territoires. Du moins pour le moment. Elle soulève aussi une question capitale. Comment allons-nous gérer l'accès aux hydrocarbures, minerais et autres ressources qui sommeillent sous nos pieds? Ce qu'il faut, c'est une réforme du code minier. C'est ce code qui est l'ensemble des textes applicables à l'activité minière, dont l'esprit date quand même du 19e siècle, d'une société française qui n'avait pas du tout les mêmes préoccupations environnementales qu'aujourd'hui. Il nous faut une grande réforme du code minier. Et donc moi, j'ai demandé la réforme du code minier en intégrant plusieurs choses. D'abord, la concertation, la consultation, l'association en amont, qu'on puisse plus se retrouver à découvrir quasiment dans la presse, qu'un maire puisse plus se retrouver à découvrir quasiment dans la presse qui faisait partie d'un périmètre d'exploration minière. Et puis, une deuxième dimension qui prend une résonance particulière, notamment sur les permis de Guyane, qui est le partage des bénéfices. Pourquoi? Parce qu'en fait, le code minier ne prévoit pas le partage des bénéfices. Et pour moi, notamment en Guyane, sur la partie forage en eau profonde, c'est particulièrement important, et en particulier au profit du parc amazonien de Guyane. Cette réforme, technique et laborieuse, n'est pas une sinécure. La première ministre socialiste de l'écologie, Nicole Bricq, s'y est attelée dès son arrivée, et ce faisant, a gêné un certain nombre d'intérêts. Son chef de cabinet, Géraud Guibert, se souvient. Cette remise à plat a provoqué un certain nombre de réactions et l'intervention d'un certain nombre d'intérêts tout à fait légitimes, mais voilà, d'intérêts qui évidemment défendaient l'idée qu'on pouvait poursuivre comme avant l'exploitation pétrolière, que ce soit d'ailleurs l'exploitation pétrolière gazière et demain certains intérêts qui souhaitaient évidemment l'exploitation de gaz de schiste. Je pense que c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour laquelle la ministre de l'écologie a été nommée dans un autre ministère. C'est pas la seule raison, mais enfin c'est une des raisons. Je pense que c'est dommage parce que je pense que la démarche était légitime. Et finalement, d'ailleurs, on s'aperçoit que d'abord, il n'y a pas eu de pétrole trouvé dans les endroits en Guyane, paradoxalement, et que d'autre part, la réforme du code minier, je l'espère, devrait prévoir un certain nombre de dispositions dans ce sens-là. En attendant, il y a toute une série de permis qui ont continué sans contrôle, à mon avis suffisant, de la part des populations. Et donc l'idée, c'était de revoir le code minier, de remettre le code minier
sur le métier, en quelque sorte, de façon à l'adapter à de nouvelles façons de procéder. Et donc, aujourd'hui, on est prêt à rentrer dans ces processus consultatifs. J'ai pas dit qu'on s'engageait à tenir compte de tout ce que les gens vont dire, mais en tous les cas, que ce soit prévu, que ce soit organisé, et donc qu'il y ait une façon de procéder qui permette de sortir des blocages dans lesquels on est entré. Bon, il est prévu normalement dans sa réforme, alors sa réforme elle n'est pas encore aboutie, que les populations soient informées beaucoup plus en amont. Mais informer, ça donne quel pouvoir? Ça donne le pouvoir aux populations, aux élus de se mobiliser. Mais voilà. Après le passage de Delphine Batho, Philippe Martin et Ségolène Royal au ministère de l'écologie, la réforme est désormais prête, mais toujours pas à l'ordre du jour. Le débat sur les hydrocarbures non conventionnels intervient en pleine réflexion sur la transition énergétique, principal dossier écologique du quinquennat de François Hollande. Après un débat national consacré à ce sujet, une loi qui doit dessiner le modèle énergétique français du XXIe siècle est en discussion. Cette transition consiste avant tout à sortir des énergies fossiles. Mais là encore, plusieurs visions s'affrontent. Tant qu'on consommera du pétrole et du gaz, on aura besoin d'importer. Donc la question, c'est pas énergie fossile contre énergie renouvelable, c'est de réduire la consommation et de produire ce que nous consommons sur notre territoire. Donc l'objectif de la transition énergétique et des renouvelables, bien évidemment, il faut des renouvelables dans le futur, mais dans cette période de temps, il y a probablement des énergies comme le gaz, qui est beaucoup moins polluante que le charbon, qui est beaucoup moins polluante que le pétrole, qui sont une énergie de transition. Et puis aujourd'hui, les coûts des renouvelables sont relativement importants. Autant les technologies sont maîtrisées, les coûts sont encore forts. Qui va payer ça ? Le débat finalement qui manque définitivement à tout ça, c'est est-ce qu'on a besoin de ces énergies-là? C'est du CO2 en plus et des GES en plus, des gaz à effet de serre en plus, parce qu'il n'y a pas que du CO2. Et du coup, ça bizarrement, maintenant qu'on a du pétrole et du gaz partout sous nos pieds, la question ne revient plus du tout sur la table. En attendant d'engager cette transition énergétique, les gaz de schiste français vont sûrement rester prisonniers de leur roche-mère. Et même si les citoyens ont su marquer des points en se mobilisant, la victoire n'est pas acquise. On reste vigilant parce que même si aujourd'hui c'est arrêté, ça ne veut pas dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, ils ne remettent pas ça sur le tapis, quoi. Le jour où le gasoil coûtera 10 € le litre, peut-être qu'ils nous feront changer d'avis ou ils essaieront. Moi, je ne suis pas du tout rassuré parce que c'est un problème. Si on ne crée pas toutes les conditions pour passer à la transition énergétique, ce problème sera récurrent. Il reviendra à tour de bras. Il y aura toujours une partie des citoyens, une partie des élus qui diront il n'y a pas d'autre solution, on ne va pas importer tout notre gaz de l'extérieur, on a besoin de ce gaz. Si on ne travaille pas sur cette transition énergétique, on n'y arrivera jamais. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, en Ardèche, dans tous les cas, bon nombre de citoyens en ont pris conscience. Je crois qu'on n'a jamais gagné définitivement, c'est pas possible, parce que le poids des lobbies est énorme. Alors je dirais qu'en France, je ne vois absolument pas de sortie possible pour les industriels. Et s'il y avait la moindre étincelle, ça repartirait de plus belle et la mobilisation serait encore plus forte parce qu'on aurait l'impression qu'on revenait en arrière. Donc je crois que sur le territoire français, on a sanctuarisé le territoire. Les compagnies pétrolières qui sont derrière cela ne renonceront jamais à leurs intérêts. Et donc elles continueront une forme de lobbying, une forme de pression. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Qu'est-ce que cette histoire ?
victoire raconte de notre démocratie? Elle en dit long. Elle en dit très long sur notre démocratie, dans les aspects lumineux, c'est-à-dire le fait qu'une mobilisation citoyenne ait pu obtenir le vote d'une loi et puis faire plier des compagnies pétrolières. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis malheureusement, il y a aussi une part d'ombre qui est plus sombre, qui est le caractère perméable des coulisses du pouvoir. Le problème des hydrocarbures de schiste est un problème démocratique par excellence. La société a complètement changé, le droit de l'environnement est inscrit dans la Constitution et aujourd'hui, le gaz de schiste nous raconte la nécessité d'inventer une démocratie environnementale, un dialogue environnemental au niveau local, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de consulter ces élus locaux et ces citoyens. Tout ne peut pas partir du haut, de l'État, et donc il faut réinventer une démocratie environnementale et locale. Trop de démocratie peut cacher en fait la démocratie. C'est-à-dire que on voit bien le problème des référendums. Par exemple, on dit on va faire des référendums, on voit ce qui se passe en Suisse avec les votations. Et ben, qui sait qui va ça peut partir d'un bon sentiment et après ça peut se retourner finalement contre la démocratie. Donc c'est vrai qu'on a des outils et que ces outils, eh bien, c'est d'abord aux citoyens de s'en emparer, mais de le mettre en partage, enfin c'est quand même complexe, cette démocratie que l'on redécouvre finalement, mais il faut savoir s'en servir. La partie de billard est encore loin d'être jouée. Pour la population, la cause est entendue. Pas de gaz de schiste en France. Mais dans un monde accro aux hydrocarbures, ces ressources qui sommeillent constituent un trésor auquel les industriels ne renonceront jamais. Dans une démocratie, c'est aux élus qu'incombe le rôle d'arbitre. Alors, à qui accorderont-ils la victoire finale ?